J'ai passé cette semaine de faire une chronique pour donner plus de détails sur ma recette pour investir en bourse. Donc, au groupe Page et Plante, on a plusieurs stratégies. On est 5 conseillers, 2 analystes. Mais là, je vais vous parler spécifiquement de mon carré de sable où je me spécialise. C'est vraiment la sélection de titres individuels. Puis, je vais expliquer comment je le fais. Puis, on va donner un exemple tangible d'un achat qu'on vient de faire récemment. Pourquoi je fais ça? C'est que dans le brouhaha, quand je parle avec les clients, bien, souvent, on se parle, puis on va parler un peu de ce qui est à l'esprit de l'investisseur, puis qu'est-ce qui est à l'esprit, c'est ce qu'il y a dans les manchettes. Donc, on va parler d'inflation, on va parler de décisions de banque centrale, l'implication de la hausse de taux d'intérêt. Puis c'est vrai que ça doit faire partie de la conversation, mais des fois, pour réaliser comment on investit, puis c'est pourquoi peut-être que dans l'équation, ça a beaucoup moins de poids qu'on peut l'imaginer. Fait que ça, c'était l'objectif que j'ai aujourd'hui, puis on va tomber directement dans le sujet. Là, je parle, moi, de mon processus à moi. Comment je vois ça à travers 19 ans d'expérience, c'est que j'essaie toujours de rester dans mon cercle de compétences quand je vais choisir une entreprise individuelle dans laquelle je vais investir. Il faut que je sois capable de comprendre l'entreprise. Donc, il y a des secteurs d'activité qui sont beaucoup plus complexes que d'autres, tandis qu'il y en a d'autres qui sont plus simples. Puis, avec les années, évidemment, notre cercle de compétences est capable de s'accroître. Puis, où je vais essayer de tirer mieux mon épingle du jeu, c'est sûr, c'est pas une recette qui est fixe, il faut être agile, mais c'est surtout d'être dans un carré de sable où j'ai un avantage concurrentiel par rapport aux autres investisseurs. Fait que je donne un exemple. Demain matin, vous demandez si, exemple, une société comme Apple est une bonne occasion d'investissement. Je vais étudier l'entreprise, mais est-ce que je peux vraiment avoir un avantage d'information par rapport à la compétition? Quand des centaines d'analystes de grandes institutions suivent quotidiennement ce titre-là, quand chaque nouvelle est publiée dans les médias spécialisés en services financiers constamment, c'est impossible pour moi d'avoir un avantage concurrentiel. Je peux reconnaître quand la bourse chute que c'est une occasion d'investir dans Apple, mais dire que je suis capable d'en savoir plus que la majorité des investisseurs, c'est faux. Par contre, il y a des sociétés qui ont des tailles plus restreintes de 10, 5 ou 1 milliard de dollars, par exemple. Donc, c'est quand même des sociétés de taille importante. Mais là, cette taille-là fait que les investisseurs institutionnels sont moins présents, comme les fonds de pension. Donc, il y a moins de professionnels qui couvrent ce secteur-là. Les analystes sont moins intéressés peut-être à suivre des plus petites sociétés parce qu'il y a moins d'occasion de générer des transactions. Et ce qui fait que mon vendeur, quand j'achète un titre, c'est monsieur, madame, tout le monde ou c'est le conseiller de monsieur, madame, tout le monde. Puis là, je me dis, si moi, je travaille vraiment, vraiment fort à accumuler de l'information, ça se peut que j'aille plus d'informations que mon vendeur. Est-ce que ça veut dire que je vais avoir raison à tout coup? Non. Je peux me tromper dans mon analyse. Il peut y avoir des nouveaux facteurs, des mauvaises surprises. On ne le sait jamais. Mais je mets les chances de mon côté. Donc, mon avantage concurrentiel, je dirais, c'est de viser des sociétés de plus de taille moyenne. Puis deuxièmement, c'est la période de détention. Warren Buffett dit la bourse récompense, crée de la richesse en transférant de l'argent de la personne impatiente à celle qui est patient. Puis c'est ce qu'on voit, je n'ai parlé dans d'autres vidéos, mais aujourd'hui, la période de détention, c'est 7 mois. Donc, c'est comme si demain matin, j'achetais une entreprise privée, puis après 7 mois, je la revends. Je ne pense pas qu'on pourrait me qualifier comme personne qui est patiente. Puis ce qui se passe aujourd'hui avec la bourse, c'est tellement facile de vendre un titre que le monde, s'ils n'ont pas de résultats instantanés, ben ils vendent. Tandis que quand on la détient sur un plan d'affaires, une stratégie qu'on s'attend que ça prenne 3, 5, 7 ans, ben éventuellement, quand le vent va tourner, il tourne rapidement, on se rattrape vite, puis on est déjà au rendez-vous. Puis je vais donner un peu un exemple tangible, comment on fait ça avec un exemple d'un titre qu'on vient d'acheter récemment. Maintenant, comment je vais puiser mes sources d'idées? Écoute, il y a plein de sources. Le point que je vais dire aux gens, c'est que c'est sûr que si tes sources d'idées d'investissement, c'est les mêmes que tout le monde, par exemple en lisant des grands médias financiers, bien, probablement tu vas jongler avec les mêmes idées que tout le monde. Puis là encore, ton carré de sable, c'est difficile d'être concurrentiel. Donc, moi, j'essaie de ratisser un peu plus large. Ce que je vais faire, entre autres, par exemple, là, on est dans une période de résultats. On a accès, nous, à des données de toutes les compagnies qui publient des résultats, entre autres au Canada ou aux États-Unis, puis j'essaie de trouver les surprises. Des compagnies qui ont fait des surprises pour les investisseurs positives. Puis là, je me dis, y a-tu de quoi, ça vaut-tu la peine d'investiguer? Fait que ça va être peut-être un vivier de nouvelles idées. L'autre point aussi, évidemment, c'est de lire des articles d'intérêt qu'on peut lire, par exemple, comme dans le Financial Times puis Wall Street Journal, mais c'est de décanter ça puis voir c'est quoi les causes et effets qui peuvent être réalisés suite à ces lectures-là. Puis je vais en donner encore mon exemple par rapport à ça.
Une source de bonne idée d'investissement aujourd'hui, je pense aussi, c'est de lire des magazines spécialisés dans des secteurs d'activité. Puis aujourd'hui, avec la beauté de YouTube, il y a des congrès d'industrie qui sont entièrement publics sur les réseaux sociaux, sur YouTube, qui nous permet vraiment d'être à jour de ce qui se passe. Puis quand, par exemple, un dirigeant d'une entreprise parle à des gens, à ses pairs dans son industrie, la discussion est vraiment franche, puis on peut avoir le pouls de ce qui se passe dans cette industrie-là. Puis ça va être des fois une idée de bonnes idées d'investissement. Fait qu'exemple, si je veux une société dans le secteur de la restauration, mais peut-être je vais entendre des histoires qui sont intéressantes avec ce genre de littérature-là. Un autre point qui est vraiment important, puis je pense que c'est une des plus grandes sources d'idées d'investissement, c'est le réseautage. Il faut parler à des bons investisseurs, puis aussi à l'intérieur d'une firme de valeur mobilière, on a accès aux analystes, puis il faut leur parler de vive voix parce que ces gens-là sont sur le terrain, puis c'est impossible de, toute seule, dans son bureau, ratisser assez large puis de capter toutes les idées d'investissement. Mais quand on a des gens autour de nous pour lesquels on a du respect puis qui ont de belles feuilles de route, des fois, ils vont dire « Hey, as-tu regardé telle compagnie? » Bien, ça aussi, c'est une belle source d'idées d'investissement. Puis le dernier que j'ai pensé mentionner, moi, j'aime aussi regarder souvent, c'est des transactions d'initiés. Tu sais, si par exemple, je vois qu'une compagnie publique annonce des achats importants de la part du PDG puis du CFO, là, du chef des finances, quand ces gens-là prennent leur propre argent pour racheter, pour accélérer leur programme d'achat d'actions, souvent c'est un signe qu'il y a peut-être de quoi, puis on va commencer peut-être à ouvrir le capot puis essayer de fouiller pour comprendre, voir qu'est-ce qui se passe. Fait que vous voyez, il y a différentes sources, mais essayez de trouver moi, j'essaie de trouver des sources différentes pour avoir des idées différentes, ce qui fait que je vais dans des secteurs d'activité où il y a peut-être moins de compétition, d'autres investisseurs qui pourraient en connaître autant que moi. Du moins, c'est ce que j'essaye de faire. Quand je vois une compagnie qui mérite d'être étudiée, souvent, quand on regarde dans les forums où on parle aux investisseurs ou des clients, ils vont dire c'est quoi le taux de dividende, c'est quoi le ratio court-bénéfice. Puis je ne dis pas que c'est mauvais, mais c'est vraiment loin dans le processus pour évaluer une compagnie. Premièrement, exemple, le ratio court-bénéfice, c'est basé sur les normes comptables. Ça, c'est des grands principes. Ce n'est pas nécessairement la réalité, dans le sens que c'est des principes généraux de base de comptabilité qui sont acceptés par les comptables, mais il faut faire attention par rapport à ça. Puis moi, en premier lieu, j'aime m'intéresser plus à l'entreprise. Parce que si je me rabats immédiatement au côté financier, il y a deux choses. Des fois, je vais juste me donner immédiatement un billet avec un président en disant la compagnie est trop chère, ça ne vaut pas la peine de l'analyser. Puis l'autre point, c'est que des fois, il y a des compagnies qui ont de pas si beaux bilans, mais ils pivotent l'entreprise, puis soudainement, peut-être plus tard, les chiffres vont être beaucoup plus beaux. Puis c'est là, des fois, les meilleures occasions d'investissement quand une situation moyenne devient soudainement meilleure qu'elle l'est. Donc, il ne faut pas s'arrêter nécessairement aux chiffres. Fait que la première chose que je vais faire, moi, je vais essayer de comprendre l'entreprise. Fait que c'est quoi le modèle d'affaires? Donc, c'est quoi la bougie d'allumage qui pourrait faire que cette entreprise-là va avoir une belle croissance dans 5 ans? Parce qu'il faut se rappeler que 70 de la performance d'un titre entre 5 à 10 ans, c'est lié à croissance des ventes principalement. Deuxièmement, croissance des bénéfices. Fait qu'il faut qu'il y ait un élément déclencheur. Donc, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être une nouvelle équipe de direction. Ça peut être une société, justement, qui introduit un nouveau produit ou un service. Puis sont les seuls, c'est un nouveau marché, puis là, l'océan est bleu devant eux, puis ils vont aller le capter le plus vite possible. Peut-être c'est une compagnie aussi qui va se métamorphoser en lançant une nouvelle ligne d'affaires qui va amener une nouvelle possibilité de rentabilité puis de vente croisée. Donc, il y a plein d'idées, mais il faut trouver qu'est-ce qui va nous permettre de conclure que l'entreprise va être dans une meilleure position au niveau de ses ventes dans 5 ans par rapport à elle aujourd'hui. Puis comment on va savoir ça? Bien, en tant qu'investisseur, il y a tellement d'informations en ligne. On n'a pas nécessairement besoin d'être un professionnel pour avoir accès à la majorité de cette information-là. Premièrement, chaque site a des relations, chaque entreprise a un site dédié pour créer des relations avec les investisseurs. Et dans ce site-là, il va avoir, à 90% du temps, un document de présentation. Il faut admettre que c'est un pitch de vente, ce document-là, pour nous convaincre, pour dire où l'entreprise se dirige. L'autre point qu'on a, c'est que depuis la pandémie, la majorité des journées annuelles pour les investisseurs ou l'équipe de direction accueille les analystes pour présenter le plan stratégique de l'année pour l'entreprise, puis ce qui va être décliné dans les prochaines années. Avant, c'était dans des réunions privées, mais aujourd'hui, à cause du COVID, souvent c'est filmé, puis c'est sur le site web, puis on a accès à toute la journée dédiée pour les investisseurs puis pour les analystes, où l'équipe de direction vont parler de leur vision de l'avenir.
Encore avec les réseaux sociaux, avec YouTube, c'est incroyable combien d'entrevues de PDG peu connues on peut retrouver sur les réseaux sociaux, par exemple, avec des entrevues lorsqu'ils ont des événements annuels reliés à leur industrie. Puis là encore, dans un environnement qui est beaucoup plus détendu, puis je pense que les vraies choses se disent lors de ces rencontres-là. Moi, une chose que je fais aussi, c'est que chaque résultat trimestriel, l'équipe de direction, à tous les 3 mois, elle a un entretien avec les analystes où elle va parler de ses résultats financiers. Le PDG va parler de la direction de l'entreprise. Et après, il y a une série de questions des analystes. Bien, ça, là, c'est tout transcrit, c'est disponible sur le web. Donc, moi, je vais regarder les 5 dernières années parce que là, moi, ça me permet de dire, était où l'entreprise il y a 5 ans? Qu'est-ce qu'elle promettait comme livraison? Puis est-ce qu'elle l'a livré vraiment la marchandise? Puis finalement, est-ce qu'il y a eu des surprises, bonnes ou moins bonnes? Fait que quand après, je regarde l'entreprise, je comprends vraiment son passé, ça me donne la confiance pour comprendre ce qui s'est passé, mais aussi donner la crédibilité à l'équipe de direction actuelle si elle était là dans le passé ou pour savoir où elle se dirige. Puis évidemment, il y a un rapport annuel. Il y a des rapports de recherche quand on est un professionnel, puis on peut discuter justement avec les analystes qui sont souvent encore plus collés auprès de l'équipe de direction. Puis nous, notre équipe, avec notre taille, souvent qu'on prend des positions au Canada, on est des principaux actionnaires, on est capable de prendre le téléphone puis parler soit au CFO, en général, le chef des finances, c'est le responsable de ces genres d'entretien-là avec les investisseurs, ou le PDG. Pour nous donner peut-être plus de détails spécifiques sur des questions. Il faut se rappeler que les PDG savent très bien vendre leur entreprise. Puis en fait, je n'investirais pas dans une entreprise où le PDG n'est pas capable de vendre sa business, mais ça nous permet quand même des fois d'avoir de l'information qui est pertinente pour mieux comprendre la direction que l'entreprise a là. Donc, ça, c'est l'aspect comprendre le modèle d'affaires. Et là, on va regarder les données financières, puis on va ouvrir les états financiers pour mieux comprendre. Puis là encore, qu'est-ce qu'on regarde? Et on regarde beaucoup plus largement l'entreprise que les points que je décline ici, mais il faut se rappeler que première chose, c'est de dire, quand j'achète des actions en bourse, je n'achète pas un petit symbole avec un graphique, j'achète des parts d'une entreprise. Fait que même matin, je veux acheter un restaurant avec vous, puis on achète 50-50 le resto, vous n'allez pas évaluer la compagnie à 50 %. Vous allez voir c'est quoi le restaurant dans l'ensemble, c'est quoi sa valeur. Puis oui, vous allez faire le calcul, votre code-part qui est 50 %, c'est quoi le prix que vous devriez payer pour que ce soit juste. Bien, c'est la même chose. On regarde la capitalisation de la bourse, mais aussi la valeur de l'entreprise. Parce qu'on achète une entreprise, dans la valeur de l'entreprise, il y a aussi l'aspect de la dette qu'on doit prendre en compte. Donc, moi, je me dis, si j'étais assez riche, puis j'achetais l'entreprise au complet aujourd'hui, je paierais combien? Puis ça va ressembler à quoi dans environ 5 ans? Puis là, on va regarder. L'entreprise, est-ce qu'elle a eu une croissance des ventes, par exemple, depuis 10 ans? Parce qu'elle peut nous dire qu'elle va avoir une croissance des ventes dans les 5 prochaines années, puis c'est super important. Mais tu sais, je donne un exemple. Disons que vous voulez embaucher dans votre équipe quelqu'un qui est un vendeur, puis vous dites, je suis le meilleur vendeur. Bien, tu vas dire, sur moi tes résultats si tu as de l'expérience. Puis si les chiffres ne sont pas bons, la personne peut donner bien des excuses, mais souvent, on va préférer embaucher quelqu'un qui a prouvé par des faits, par ses résultats, qui est capable d'être un bon vendeur. Donc, l'entreprise, c'est pareil, ça a été quoi le passé? Il faut le comprendre. Des fois, il y a des exceptions, mais la majorité du temps, tu veux une entreprise qui était capable d'aller chercher une croissance. Après, on va regarder les marges brutes et opérationnelles, surtout par rapport à la compétition. Si une entreprise fait plus de marges opérationnelles ou des marges brutes que sa compétition, ça veut dire qu'elle a peut-être un avantage concurrentiel qui est vraiment intéressant. C'est très bon signe. L'inverse est à surveiller aussi. Et là, ce qu'on va essayer de regarder, on va dire, disons, l'entreprise fait 1 million de chiffre d'affaires, puis elle va croître de 5 pendant 5 ans, fait qu'avoir un chiffre d'affaires d'à peu près 1,3 à peu près milliard dans 5 ans. Bien, les bénéfices, est-ce qu'ils devraient être plus élevés ou moins élevés? Si l'exemple serait de 20 puis on va chercher, je ne sais pas moi, un bénéfice d'autour de 300 millions, par exemple, dans une entreprise, là, je dis des chiffres arbitraires, puis que la PME, la société publique en bourse, ça vaut 1 milliard, bien, on se dit, OK, dans 5 ans, on devrait faire un rendement à peu près de 30 sur le capital investi initial. Ça peut être intéressant. Donc, il faut vraiment analyser ça. L'autre point, là, ce qui est vraiment dangereux pour une entreprise, c'est le risque de crédit. Si une entreprise a des problèmes financiers, puis on le voit avec les banques américaines régionales, c'est vraiment à éviter. Donc, on va regarder ça. L'autre point aussi, c'est que la compagnie fait des beaux profits, mais ces profits-là vont tous migrer vers des investissements massifs parce qu'elle veut rester à jour, parce qu'elle doit investir dans des projets futurs. Bien, il faut mettre en perspective ces bénéfices-là ne sont pas vraiment là parce qu'ils sont obligés d'être redistribués dans de l'investissement. Les actionnaires, on n'aura pas grand-chose. Puis quand on regarde
le passé, quand une entreprise investit dans ses projets, c'est quoi le rendement qu'elle fait sur ces investissements-là? Puis finalement, moi, j'aime regarder aussi la liquidité parce que des fois, les entreprises enregistrent des ventes, mais c'est des contrats qui s'échelonnent sur du long terme. Bien, ça ne donne pas beaucoup de liquidité à court terme. Puis la liquidité, c'est quand même important de la surveiller si si l'entreprise elle a vraiment est capable d'avoir de la liquidité sur ses opérations-là. Fait que ça donne un peu un volet, une introduction pour dire rapidement qu'est-ce qu'on fait comme travail. Fait que on veut des entreprises qui ont une histoire, qu'on sait où ils se dirigent, puis après, on va regarder les chiffres si ça a du sens. Puis là, ça va vraiment nous permettre d'aller encore de plus en plus loin dans notre analyse. Puis là, vous voyez, on analyse vraiment des entreprises, là. On ne parle pas de facteurs géopolitiques, de spéculation. Je vais prendre un cas réel, fait que je vais vous donner un exemple. On ne va pas divulguer le nom de l'entreprise parce que des fois, il y a des gens qui ne sont pas nos clients qui vont écouter ça, puis ça ne veut pas dire que ça s'adresse à eux, cet investissement-là. Je ne veux pas faire des recommandations à des gens à qui ça ne s'appliquera pas, mais récemment, pour les clients que je m'occupe spécifiquement, où je fais la sélection de titres, on a acheté une société canadienne qui est dans le secteur agricole. Fait que pourquoi qu'on a eu cette idée-là? Cette compagnie-là fait entre autres du storage, la manutention, puis aussi travaille aussi avec la transformation alimentaire, aussi des fertilisants. Pourquoi on a touché cette thématique-là? Ben, je reviens avec mon exemple d'origine, comment on décline nos idées. En faisant la lecture, on voit ce qui se passe en Europe avec la guerre en Ukraine. La sécurité alimentaire, l'agriculture est vraiment important parce que ce qui se passe en Ukraine, on attaque un peu un vivier de nourriture, d'alimentation pour l'Europe puis pour le nord de l'Afrique. Ça a un impact significatif. Donc, je pense que les entreprises, les gouvernements, puis la communauté d'investisseurs voient un potentiel vraiment intéressant d'investir pour professionnaliser, augmenter la productivité agricole, puis la sécurité agricole. Comment j'ai trouvé cette idée-là? Ben, j'avais déjà un biais pour essayer de trouver une opportunité dans ce secteur-là. On avait déjà une idée aux États-Unis qu'on avait pour nos clients. Puis là, grâce au réseautage, j'ai un client qui avait une relation avec un investisseur professionnel qui, lui, avait vraiment une forte conviction sur cette compagnie-là. Puis cet investisseur-là avait une belle feuille de route dans le passé. Puis quand il m'en a reparlé, je dis, ben oui, je la connais, cette compagnie-là. Ça fait longtemps que je l'ai suivie, mais ça fait un bout que je n'ai pas retourné à ma thèse d'investissement. Et cette compagnie-là, elle a une valeur, elle a une capitalisation boursière d'environ 1 milliard. Elle est au Canada. Puis quand on regarde, l'actionnariat a beaucoup changé. Vous allez comprendre pourquoi il y a beaucoup d'investisseurs institutionnels qui ont pu quitter parce que la taille est plus petite, parce que la compagnie a cafouillé à un certain degré. Puis là, il y a une nouvelle gamme d'investisseurs qui sont là, qui sont plus d'investisseurs au détail. Puis moi, ce que je vois, c'est que c'est prendre une position, pas pour le prochain trimestre, mais je pense que cette compagnie-là, si on la détient sur 3 ans, 5 ans, il va y avoir une période où, à un moment donné, elle va vraiment donner des bons résultats. Puis, il va y avoir un changement de sentiment dans une thématique très intéressante. Puis, on pourrait avoir justement une progression peut-être du prix de l'action, de la valeur de l'entreprise. Bon. Pourquoi cette compagnie-là, peu de monde s'y intéresse ou le monde l'a peut-être oublié, c'est que jadis, il y avait une autre équipe de direction. Puis ça, c'est une entreprise qui était dirigée avec une culture de fusion-acquisition. Secteur agricole, ce secteur hyper fragmenté. Il y a plein de petits joueurs. Puis l'ancienne équipe de direction faisait plein d'acquisitions. Puis là, on s'est retrouvé éventuellement, vers 2019, une compagnie qui avait plein de SKU, là, plein de produits. Pas nécessairement de synergie entre chaque division, avec une empreinte géographique énorme à travers le monde, différentes cultures d'entreprise. Puis en plus, il y a eu des nouvelles avec des poursuites, certaines plus frivoles, d'autres plus sérieuses. Puis là, ce qu'on voyait, c'est que les marges d'opération ne sont pas là parce qu'il y avait vraiment des frictions dans les opérations. Fait que c'était pas nécessairement intéressant, puis le degré d'endettement était élevé. Donc, avec toutes ces nouvelles-là, le titre a été délaissé par une communauté d'investisseurs professionnels. Puis là, on regarde cette compagnie-là dans ce secteur d'activité. Si je fais les comparables, AstraZeneca a des multiples par rapport à ses ventes, par exemple, beaucoup moins élevés que la compétition. Il y a un escompte, mais on comprend pourquoi. Et là, ce qui s'est passé, il y a une nouvelle équipe de direction qui est arrivée depuis 2023, puis on voit déjà des bons signes. Puis cette équipe de direction-là, le PDG, il est là en fait depuis 2 ans dans l'organisation. Il vient d'une plus grande organisation qui avait une empreinte internationale. Puis ça, c'est intéressant parce que, disons, en 2019, la compagnie faisait 700 millions d'entreprises. Quand tu as un PDG qui a connu plus grand, puis dit, vous voulez vous rendre à 5 milliards? Ben moi, je connais le chemin. Il est capable de prendre l'équipe puis la faire croître. Puis c'est un peu ce qu'on voit. Puis l'entreprise, qu'est-ce qui est en train de se faire? C'est qu'elle a fait plein d'acquisitions. Puis au lieu de faire des futures acquisitions puis le faire via endettement, on peut-tu travailler avec nos acquis puis l'optimiser? Donc,
réduire le nombre de produits. C'est quoi les produits qui sont vraiment payants? C'est quoi les produits qui vont être porteurs ou les services dans l'avenir? On peut-tu standardiser le processus, avoir une meilleure relation avec les fournisseurs, tout ça pour augmenter la rentabilité. Donc, la compagnie, dans le fond, elle va chercher avec une croissance avec ses acquis. Donc là, elle a passé de 700 millions à 1,4 milliard de ventes. Puis là, ils visent le 3 milliards. Puis la croissance, là, il n'y a pas 25 manières d'y aller, là, de l'avoir. C'est soit que tu vas chercher les plus grandes parts de marché de tes clients actuels, soit que tu fais des ventes croisées, soit tu as une croissance organique ou par acquisition. Bien là, c'est clair, il n'y a plus d'acquisition avec la dette, ça c'est certain. Fait comment on va chercher plus grande part de marché? C'est mieux servir, simplifier ton processus, puis miser avec des produits qui sont vraiment des produits forts. Et après, ce qu'on va chercher, c'est des ventes croisées. Donc, l'entreprise a une empreinte internationale. Fait que je donne un exemple. Elle fait des silos pour stocker du grain. Donc, aux États-Unis, environ 60 à 70 des producteurs de grains vont stocker dans des, dans des structures pour faire du séchage, pour sécher le grain et le stocker. Ça, c'est 60 à 70 des producteurs américains. Bon, au Brésil, c'est 10 à 15 Donc, en termes de vente croisée, pourquoi pas prendre le savoir-faire puis le polliniser des États-Unis vers le Brésil pour aller chercher ça? Même chose pour l'Inde. Donc, l'équipe, elle va être capable de simplifier son modèle d'affaires puis avoir une meilleure intégration, ce qui va faire qu'avec ta même équipe, avec une meilleure équipe de vente, tes infrastructures, si tu passes de 1,4 à 3 milliards de chiffre d'affaires, c'est sûr que ta rentabilité est bien meilleure. Puis là, on va avoir vraiment une possibilité d'un levier opérationnel. Et ce que ça va faire, on va réduire la dette, puis on va retourner la rentabilité aux actionnaires. Donc, pourquoi je donne cet exemple-là? C'est quand après on parle avec les clients, puis les gens nous parlent des activités de la Réserve fédérale, la Banque du Canada, l'endettement des Canadiens. Je ne dis pas que ça ne fait pas partie de l'équation, mais vous comprenez que quand on investit de cette manière-là en bourse, bien, on est enthousiaste, on reste optimiste parce que tu te dis, écoute, à travers tous les cycles économiques, OK, les gouvernements, les entreprises puis les consommateurs vont continuer d'échanger leurs salaires contre des biens et services. Puis il faut trouver où ce dollar va aller. Puis en ce moment, il y a des grands changements, puis j'en parle dans mes chroniques, que ce soit la décarbonisation, le onshoring, la sécurité, l'indépendance énergétique, la sécurité alimentaire, la numérisation du commerce. Puis quand on fait cette analyse-là, bien, malgré toutes les incertitudes, on peut se dire qu'on est quand même bien positionné, puis on comprend notre rationnel. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir raison dans tous les cas, mais on met vraiment les chances de notre côté. Fait que cet exemple-là, je pense que ça vous permet peut-être de mieux connaître comment on investit. Puis des fois, je pense qu'on peut le perdre, cette communication-là, puis cette clarté dans ma réflexion lorsqu'on fait un petit appel de 10 minutes, puis on se parle juste de ce qui se passe dans l'actualité. Mais ça vous permet un peu de vous rassurer que dans cette stratégie-là spécifique, vous comprenez le processus. Puis là, je pense qu'on est plus à l'aise, puis on s'éduque financièrement, on est plus tolérant à la volatilité en étant aussi bien éduqué. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté.